Bonjour tout le monde, bienvenue à ce colloque. D'abord, merci à Caroline de m'avoir invité, au comité organisateur d'avoir pensé à déployer autant d'énergie à rejoindre autant de participants et de conférenciers. Je pense que ça va être un très bon succès. D'emblée, je suis celui qui doit casser la glace et je dispose d'à peine 12 minutes finalement pour pouvoir livrer ceci. Fait que je vais y aller de façon assez succincte parce que c'est une présentation que j'ai déjà livrée dans le bout de Rivière-du-Loup au printemps dernier, mais qui prenait une demi-heure. Donc, je vais tenter de raccourcir un peu le débat. Alors, comme Caroline l'a introduit, nous, on est impliqués dans la foresterie durable dans la région de la Nodière, mais aussi depuis 2008-2009 à déployer des efforts au niveau du monde agricole, qui possèdent aussi des terres boisées, à réfléchir avec eux à implanter des systèmes agroforestiers sur petite surface ou des bandes riveraines justement pour contrer les problèmes d'érosion des sols, etc. Là. Donc, il y en a qui sont déjà au courant de ce genre de projet-là. Ce matin, je vais me consacrer à une de ces réalisations-là qu'on a mis de l'avant avec d'autres collaborateurs, dont Louis Lefebvre, ici présent, agronome, et notre ami Yvan Perrault des Jardins des Noix dans la Nodière, ainsi que Daniel Lachance du Chêne aux Pieds Bleus et Jean-François Lévesque des Jardins de l'Écoumène, un semencier de la région également. Un projet collaboratif avec plusieurs propriétaires à propos de cultures émergentes et essentiellement des produits forestiers non ligneux. Donc, rapidement, l'origine, l'initiative, la stratégie, la mise en œuvre du projet, les facteurs de réussite, et je terminerai avec quelques défis et réflexions, quoique je sais que la journée de demain va être consacrée à cet aspect-là. Donc, l'origine du projet, en fait, on a fédéré un certain nombre de propriétaires de boisés qui étaient inspirés par les produits forestiers non ligneux sur leur propre propriété. Depuis plusieurs années, ils m'en parlaient, mais à un moment donné, on a rassemblé un certain nombre de gens pour essayer de réfléchir à un projet collectif pour établir différentes parcelles. Donc, on avait donc l'intention de répondre à cet intérêt tout en piquant la curiosité de consommateurs par ce projet, en repérant aussi des concentrations de produits forestiers non ligneux dans l'ensemble du territoire lanaudois qui dispose justement de plusieurs types d'écosystèmes, donc de la plaine jusqu'au Piémont, jusqu'au contrefort laurentien, d'accroître ce potentiel de cueillette pour les cueilleurs, de créer un réseau de parcelles où les cueilleurs éventuellement pourraient disposer de concentration de ces produits-là, et donc pour permettre de structurer davantage une filière régionale de cultures émergentes. Évidemment, de développer cette expertise-là, parce qu'on est aussi au premier balbutiement de l'agroforesterie sur petite surface, donc on parle ici de forêt nourricière, de design de culture particulier, de développer cette expertise-là en collectivité. Donc, cette initiative a permis de mettre en œuvre plusieurs unités de surface qui sont marginales à l'agriculture généralement, d'expérimenter une forme d'agroforesterie nordique, donc d'implanter des végétaux propres au climat et au type de sol dont on retrouve dans notre région, mais qui pourrait se traduire aussi par l'essentiel des régions du Québec, par une approche en polyculture multistrate. Donc, ce qui veut dire de représenter finalement un écosystème forestier, mais à partir de son émergence. Donc, d'une friche agricole, quels sont les végétaux qu'on retrouve au premier chapitre, quelles sont ensuite les successions d'espèces. On essaie de concentrer dans un espace restreint un ensemble de végétaux qui pourraient répondre à l'ensemble de ces strates-là. De documenter l'évolution de la productivité de ces cultures, de mettre en réseau, comme je vous disais, les producteurs, cueilleurs, transformateurs et restaurateurs qui ont appuyé le projet dès le départ, et d'intéresser le milieu de la gastronomie et de la distribution alimentaire à ce projet. Alors, pour y arriver, on a rendu... on a regroupé donc ces entreprises par une diversification aussi des ressources qu'on pouvait y retrouver. Et l'appel à tous s'est traduit finalement par
un ensemble de secteurs complètement diversifiés, autant au niveau des sols, des espèces qu'on y retrouvait, que des individus également. Donc, on a rassemblé 24 entreprises au final qui ont participé à la démarche. Ça nous a permis de confectionner une base de données qui a été rendue disponible à l'ensemble des entreprises à la fin du mandat et de créer un système, un SIG, pour permettre aux gens aussi de se référer à l'ensemble des cultures. Donc, au niveau de chacune des fermes, autant qu'au niveau macro pour la région. On voulait minimiser dans cette stratégie-là le risque financier pour chacune des entreprises. Ce qui nous a permis d'y arriver, c'est qu'on a réduit les surfaces. On n'a pas fait des hectares, mais des demi-hectares, disons, dans l'ensemble pour chacun des projets. Et on a été en mesure d'aller chercher 50% de financement auprès du ministère de l'Économie par les biais des projets ACCOR. Donc, ACCOR bioalimentaire existait en 2013-2014 dans la Lanaudière. Il n'est plus là maintenant, mais ça nous a permis de mener le projet pour les 18 mois qui ont suivi. Et d'observer, donc, dans notre stratégie, d'observer les implantations, étant donné qu'on avait des sites hétérogènes également, et de sceller une alliance avec l'ensemble des producteurs, des cueilleurs et éventuellement des transformateurs. Voici en gros, là, dans la mise en œuvre, la localisation à l'échelle de la Lanaudière. Ici, vous avez le fleuve, ça monte jusqu'à Saint-Émilie d'Énergie. Vous avez les 24 sites distribués sur l'ensemble du panorama de la Lanaudière. En gros, on a retrouvé des stations où en gros, on avait le tiers en friche, le tiers en milieu forestier et le tiers en bande riveraine ou autres, comme même une gravière, un site agricole abandonné, mais de bonne qualité, pour un total d'une dizaine d'hectares sur les 24 entreprises. Pendant l'automne 2013 et une partie de l'hiver, en collaborant avec les propriétaires, évidemment, on a fait des observations sur le terrain. D'ailleurs, Yvan et Louis ont participé à l'inventaire des ressources en place, de la qualité des sols, pour essayer de déterminer quels étaient les meilleurs sites chez chacune de ces fermes-là. Pendant l'automne et à l'hiver, on a fait des propositions aux entreprises. On a travaillé avec elles pour pouvoir avoir un design de culture approprié et très personnalisé. On avait un objectif d'avoir 80% des espèces qui étaient des espèces phares, disons, qui étaient possibles de mettre en marché assez facilement, puis une vingtaine de pourcents des choix plus d'expérimentation. Ça s'est avéré, parce qu'on personnalisait beaucoup la chose, à inverser un peu la tendance. Donc, on avait 20% d'espèces phares, puis 80% d'expérimentation. On avait beaucoup de liberté dans ce projet-là parce que c'était pas déjà un programme défini par quelques ministères, que ce soit même le ministère de l'Économie nous appuyait dans la démarche d'ouverture. Un exemple rapidement, ici en bande riveraine, où on a un producteur qui est déjà dans la cueillette, dans la production à petite échelle de cerisiers nains notamment et de framboises. Il voulait étendre ses cultures d'arbres à noix et de noisetiers le long du ruisseau dans une planche agricole qui était plus ou moins abandonnée à ce moment-là. D'autres cas, comme au Jardin des Coumènes, par exemple, c'est des corridors en milieu forestier où on a ouvert le couvert, créé des corridors de cueillette avec des implantations diversifiées là, avec les espèces. Donc, on a cartographié ça à l'échelle de toutes les strates. Les préparations de terrain étaient adaptées, que ce soit dans des déboisements de trouées forestières, déchiquetage des résidus forestiers qu'on a transformés en copeaux pour servir de paillis, de paillage, des travaux manuels par microsite, dans certains cas de labourage hersage, transport des matières minérales et organiques pour restructurer les sols. Un exemple ici en friche, en fait, un jeune peuplement de transition qui était plus ou moins bien structuré. Disons qu'on a créé une trouée forestière pour y implanter, pour procurer davantage de luminosité, évidemment, aux végétaux qui seraient implantés. Ça, c'est le type de corridor forestier qui est après déchiquetage au Jardin des Coumènes. Et ça, c'est la bande riveraine dont je vous parlais tantôt sur la cartographie, où il y avait déjà un brise-vent d'installer à peu près à une quinzaine de mètres, puis sur 15 mètres, pratiquement sur 0,6 hectares finalement,
Il y a eu un labourage herçage pour l'installation éventuellement d'arbres fruitiers et de noisetiers notamment. Ça, c'est à Saint-Jean-de-Mata. C'est une autre friche agricole marginalisée par le déploiement de développement de villégiature. Un autre strate forestière où là, il a fallu amender beaucoup de sol parce que c'était relativement mince. Bref, on a installé des paillis. Dans certains cas, c'était des paillis linéaires, là où ça se prêtait, mais ça a été assez minime. C'était surtout des paillis individuels dans certains cas pour minimiser l'usage du plastique. Dans certains cas, dans 50% des cas, il n'y en a pas eu de paillis comme ça. Ça a été du paillage organique. En résumé, c'est 13 200 végétaux, 70 espèces distinctes qui se déploient en 130 espèces et variétés combinées, 20 pépinières participantes, tous québécois sauf une. Et la manutention des végétaux a nécessité évidemment la location d'une serre, d'une chambre froide pour bien coordonner. La coordination de tout ce projet-là était quand même un défi aussi qu'on a su relever avec nos collaborateurs, mais qui était quand même assez particulier pour la période d'implantation au printemps. Voilà, dans la plupart des entreprises ont mis la main à la pâte pour l'implantation, mais disons le tiers a requéré le service de stagiaires, dont Caroline d'ailleurs, qui est venue nous prêter une main forte à ce stade-là au printemps 2014. Et l'amendement des sols, évidemment, il y a eu un protocole d'amendement qui a été déployé par Louis pour chacune des entreprises. Dans certains cas, c'était des amendements très spécifiques au niveau de chacun des végétaux. Rares sont ceux, mais quelques-uns ont déployé finalement un amendement à l'échelle de la superficie. Mais le protocole de fertilisation personnalisé par Louis, puis documenté aussi par Caroline notamment, a permis à chacune des entreprises d'avoir un suivi assez rigoureux là-dessus. Certains ont aussi introduit des champignons forestiers par l'inoculation de bûchettes. Une douzaine de ces 24 entreprises-là ont participé à ça et c'est Daniel Lachance qui a coordonné cette activité. Le suivi des implantations en juin-juillet. En août, l'état des parcelles établies a été vérifié, visité. On a un rapport final pour chacune des entreprises avec les mosaïques qui ont changé un petit peu à l'implantation. Et les résultats des implantations dans la base de données sont notés évidemment pour chacune des projets. Évidemment, il y a eu un bilan financier qui a été calculé tout au long de toutes les étapes et des recommandations d'entretien. Les productions anticipées dès 2017, finalement l'année prochaine, on devrait retrouver des premiers champignons forestiers, des fines herbes et fleurs comestibles. Un peu plus tard, on pourrait ajouter des petits fruits, quoique certains d'entre eux ont déjà recueilli notamment des sureaux, des églantines également, notamment, des amélanches. Après 8 ans, là, on va commencer à avoir des arbres à fruits, des noisettes, parce que je dirais 10% parmi les espèces, 10% constituaient des noisetiers hybrides. Donc, la filière de PFNL est en train de s'établir. Il y a déjà, au-delà de ce projet-là, il y a un comité de PFNL dans la Nodière qui a été établi. Il y a une certaine quantité de ces entreprises-là qui y participent. La traçabilité et la qualité des produits est aussi une notion sur laquelle on s'est penché dès le début du projet et qui verra finalement les suites au cours des prochaines années, notamment avec l'Association pour la commercialisation des PFNL. Et je termine dans la minute et demie qui me reste. Les facteurs de succès de la filière, ben, il y en a une panoplie. Je ne vais pas toutes vous les lire, ce document-là, vous êtes rendu disponible, mais il y a beaucoup d'éléments que vous allez retrouver au cours des différentes conférences, j'imagine, qu'on retrouve ici. La transformation en circuit court a été un élément déclencheur dans le projet-là, où on voulait, comme je vous disais dès le début, créer un maillage entre la cueillette, les producteurs, les transformateurs. Ça reste encore à construire avec le comité régional, mais la promotion et la mise en marché des produits également. Donc, évidemment, on va suivre ces implantations-là de façon assez soutenue au cours des prochaines années.
Parmi, et c'est ma dernière, des recommandations, l'avant-dernière, je pense, pour accroître la réussite d'un projet comme ça, ben, il faut favoriser un profil entrepreneurial des participants. Ce qu'on avait fait initialement, cependant, ça s'est élargi un petit peu. Il y avait toutes sortes d'entreprises dans ça, autant des producteurs forestiers, des cols blancs, quelques fermes en ASC, quelques fermes agricoles, mais le profil, pour la plupart, était inexpérimenté avec le monde agricole. Donc, il faut peut-être penser à ça. Retenir un maximum de 10 entreprises, 24, c'est beaucoup trop dans un seul projet de cette envergure-là. Sélectionner des espèces à valeur sûre pour créer une masse critique de production avec la rusticité et la capacité de mise en marché est essentielle. Je vous laisse lire le reste éventuellement. Puis en terminant, dans la dernière 10 secondes, pour moi, promouvoir l'agroforesterie et la culture auprès des producteurs agricoles et en grande culture et en élevage est un défi. Passer de micro-fermes, de permaculture à l'échelle réduite et de permettre à des producteurs de plus grande surface d'adhérer à ça pourrait être un défi intéressant à relever. Et il y a des pourparlers avec certains producteurs dans la région qui témoigneront probablement de ça dans les prochaines années. Et puis le reste, ben, je vais terminer là-dessus. Puis je vous laisse le soin de relire la présentation pour davantage d'explications. Merci beaucoup. Un petit verre d'eau.